On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on parle avec une Joannaise d'origine qui habite à Dallas, au Texas, qui a été reconnue comme étant l'une des femmes remarquables aux États-Unis. Mais d'abord, on discute de bien-être animal avec la députée d'Iberville, Audrey Bogmans. Parlons de bien-être animal, le bien-être de nos animaux de compagnie, entre autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande tournée qui va s'installer un petit peu partout au Québec et il y a notre député d'Iberville qui a aussi un rôle parlementaire au sein du ministre de l'Agriculture, notamment au niveau du bien-être animal et donc forcément au niveau de cette tournée nationale. Audrey Bogmans est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Bon, reprenons les faits. Vous êtes député d'Iberville, vous êtes donc l'adjointe du ministre de l'Agriculture, mais entre autres, principalement sur le volet du bien-être animal. Qu'est-ce que c'est comme mandat particulièrement? Bien, dans ce cas-ci, dans le fond, on a commencé pendant 5 mois pour vraiment bien comprendre l'ensemble du dossier, puis tout le passif aussi, là, tout ce qui s'est passé précédemment dans le dossier, parce que depuis 2015, bien, les animaux, c'est plus des biens meubles, en réalité. Puis là, on vient de... Dans le dernier mandat, M. Lamontagne a réécrit un deuxième règlement encore plus strict pour arriver à une base où est-ce que la maltraitance, finalement, il faut se donner des moyens pour empêcher d'aller plus loin là-dessus. Puis, dans le fond, moi, mon rôle, c'est vraiment de faire une tournée avec les partenaires pour les animaux de compagnie. Quand on dit les partenaires, ça se trouve être qui au juste? Les partenaires, finalement, c'est les gens en première ligne. Donc, on parle des éleveurs de chats, par exemple, les éleveurs de chiens, mais aussi toutes les associations qui gravitent autour. On a aussi les chiens de traîneau. On a, par exemple, les refuges, donc les SPCA de ce monde, les SPA. On a aussi le secteur municipal qui va être visité. Donc, on a 7 jours de rencontres comme ça par grand thème. Puis au total, c'est 30 groupes qu'on va visiter. Puis on a 3 grands thèmes qu'on va aborder spécifiquement. Donc, c'est d'un côté le permis que le MAPAC émet pour les éleveurs puis les lieux de garde. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis quelle est la réalité des gens pour les... quel est, dans le fond, le lien normatif là, qui lie les éleveurs au MAPAC avec ce permis-là, mais surtout la vision des citoyens, de ce que ça devrait être, puis être capable d'arrimer les deux dans la réalité. Puis après ça, tout le côté inspection du lieu de garde aussi. Puis en terminant, c'est vraiment l'élevage et l'adoption responsable. Donc, c'est 3 grands thèmes, parce que c'est très, très large, le bien-être animal. Bon, et cette tournée-là, dans le fond, c'est partout au Québec? Vous allez vous promener d'une région à l'autre? C'est en virtuel ou c'est en présentiel? Bien, pour moi, c'était essentiel de le faire en présentiel parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment un esprit de corps, finalement, avec le milieu, parce qu'il y a plusieurs organismes qui œuvrent là-dedans, justement, puis qui sont témoins, selon les régions, de différentes réalités. Puis ce qu'on veut, c'est d'avoir une force, justement, parce qu'on veut agir pour enrayer la maltraitance à la base. Donc, ça prend un consensus, puis c'est quand il y a une structure qu'on est capable d'agir. Et cette tournée-là va s'échelonner sur combien de temps? De mai à septembre. Mai à septembre. Et là, on va parcourir toutes les régions du Québec? Bien, en fait, on a 7 lieux différents au Québec. Donc, c'est pas une tournée nécessairement au travers l'entièreté du Québec, mais on essaie d'avoir des groupes vraiment de toutes les régions pour avoir une bonne idée. Puis c'est vraiment... Le but, c'est de savoir ce que les gens en première ligne vivent, puis quelles sont leurs solutions selon eux, puis après ça, qu'on peut se rasseoir au sein du MAPAC, puis proposer des solutions, puis revenir dans un deuxième temps. Moi, ce sujet-là m'a toujours interpellé, puis je m'explique. Puis dans les années où j'étais jeune journaliste et recherchiste à la radio à Montréal, à CKC, avec Paul Arcand, Jean Lapierre, Gilles Proulx, Jean Cournoyer, peu importe, très souvent dans l'actualité, je devais booker des entrevues sur des cas de maltraitance. Puis souvent, le constat que j'avais fait à l'époque, j'ai fait des reportages à la télé il y a une vingtaine d'années là-dessus, c'est que la réglementation du Québec, à cette époque-là, était probablement la moins sévère, bien malheureusement, du reste du Canada. Exactement. Là, on est en 2023 aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu des avancées, mais comment se situe le Québec par rapport aux autres provinces canadiennes, par rapport au bien-être animal? Est-ce que nos lois sont correctes? Est-ce qu'elles sont suffisamment sévères ou pas assez sévères? Ça ressemble à quoi? Bien, c'est justement, tu sais, quand même 2015, c'est assez récent pour la venue d'un règlement, tu sais, d'un premier vrai règlement qui vient outiller la loi avec des vrais moyens là, pour agir sur le terrain. Puis là, M. Lamontagne est allé, dans le dernier mandat, plus loin avec le 2e set de règlement. Donc là, on est plus standardisé, je vous dirais. Puis moi, mon rôle, c'est vraiment maintenant de pouvoir se donner les moyens de respecter l'esprit dans lequel la loi a été écrite. Donc, par rapport au reste du Canada, pour moi, peu importe, on s'est donné des standards
qui font consensus auprès de la population. Puis là, maintenant, il faut arriver à l'appliquer sur le terrain. Oui, parce qu'en même temps, puis je présume que vous allez rencontrer des éleveurs qui sont en règle, qui ont des permis, qui, en principe, suivent les règlements. Mais il y a tout le volet un peu qui se passe en dessous. Parfois, le public se fait un peu tromper parce qu'on achète un animal sans trop connaître sa provenance réelle, ou on pense qu'il vient d'une place correcte, puis finalement, c'était peut-être pas le cas. Qu'en est-il des éleveurs fautifs ou des gens là, qui ont des élevages sans permis? Est-ce qu'on a les moyens de mettre au pas ces gens-là? Est-ce qu'on a les moyens de les arrêter, de les traduire en justice, justement, pour pas nuire à ceux qui font du bon travail? Bien, dans le fond, on a déjà 23 inspecteurs au sein du MAPAC qui sont là, puis on a 6 SPCA mandataires qui sont en lien avec le MAPAC. Donc, on a une force en ce moment d'une 70aine environ de personnes qui s'attaquent à ça particulièrement. Donc, il va faire l'inspection, il va faire les suivis. Puis, le permis du MAPAC, bien, c'est un petit peu comme un permis de conduire. Donc, il y a certaines choses qu'on donne la chance aux coureurs de se rattraper puis de faire mieux, comme par exemple un excès de vitesse. C'est des choses mineures qu'on donne la chance, on accompagne, puis il y a une gradation dans tout ça. Mais c'est certain que s'il y a quelque chose qui touche la maltraitance, les animaux ne sont pas bien, puis qu'ils ne peuvent pas rester là, bien, il y a un lien même qui va jusqu'au criminel. Donc, dans tout ça, il y a plusieurs outils. C'est assez complexe d'aller dans les détails, mais on a ce qu'il faut pour dans le fond, pour être capable de changer les choses. Souvent, je dis souvent, mais occasionnellement, à la télé, des fois, on voit des reportages avec des caméras cachées, puis on se rend compte que ça n'a aucun sens, qu'il y a des gens qui font de l'élevage, qui utilisent les animaux, qui font faire d'innombrables portées aux femelles, puis là, tu dis ça n'a aucun sens, puis là, bien, ça se peut que ce soit moi et vous qui achetons ce chien-là, un moment donné, ou ce chat-là, puis tu dis ça n'a pas de sens qu'on tolère ça au Québec, ou que ce soit... qu'on n'ait pas les moyens de les mettre au pas. C'est un peu ça, l'objectif, là. Oui, exactement. Mais c'est inacceptable. C'est quelque chose qui touche moi personnellement. Puis je pense que notre rôle, je l'ai dit souvent ici, dans le fond, que c'est d'être proche des citoyens. Puis les animaux de compagnie font partie de la famille. Là. Donc, à la base, il faut s'attaquer à ça. Puis je pense que comme société, on a un devoir de prendre soin des plus vulnérables. Le public lui-même, le public qui doit prendre garde de nos animaux, de les traiter correctement. Je pense que ça, c'est la base. L'autre affaire, c'est que je ne sais pas si les chiffres ont changé, mais à un certain moment, puis là, la pandémie a fait, je pense que les gens aussi se sont procurés plus d'animaux de compagnie. Mais en gros, c'est quoi? Il y a un foyer sur deux, à peu près, qui a soit un chien ou un chat, là? Oui, exactement. C'est un foyer sur deux qui a un animal de compagnie en général. Puis c'est pour ça que c'est important là, d'être capable d'avoir des standards qui font du sens, parce que les soins vétérinaires aussi, pour toutes sortes de raisons, c'est complexe d'y avoir accès, puis c'est aussi assez coûteux. Donc, nous, notre rôle aussi, c'est de s'assurer que ces animaux-là sont en bonne condition, en bonne santé dès le départ pour que les gens vivent une belle expérience. Bon. Il y a le public qui doit prendre soin correctement des animaux, ça, c'est une chose. Les éleveurs qui ont des permis du MAPAC, ça, c'est un autre dossier. Vous avez évoqué aussi le travail des inspecteurs. Donc, je présume que si vous rencontrez des organismes du milieu, vous allez jaser avec des inspecteurs. Puis là, bien, ils vont vous dire leurs impressions sur le milieu. Donc, ça va vous aider à cibler probablement les enjeux ou les problématiques à régler. Oui, en fait, c'est la première rencontre qu'on a faite. C'est vraiment avec les gens du MAPAC qui sont en charge du bien-être animal, mais ensuite avec les coordonnateurs et l'équipe des inspecteurs, finalement. Parce que pour moi, c'était la base de la tournée. Là. C'est les gens en première loge. C'est certain que l'ensemble du Québec, c'est grand à couvrir pour 23 inspecteurs. Donc, on est très content d'avoir annoncé 8 millions de fonds additionnels pour ce secteur-là, puis vraiment 20 autres sources en inspection supplémentaires. Donc, là, on vient de doubler la force au sein du MAPAC. Puis, dans notre tournée aussi, on veut travailler pour se rallier, dans le fond, pour que les gens se rallient au bien-être animal. Tu sais, quand je disais que ça nous prend une structure pour être capable de faire un consensus puis de faire appliquer les choses sur le terrain, bien, avec nos mandataires, par exemple, bien, il y a moyen d'élargir aussi notre rayon d'action, d'avoir plus d'organismes ou d'élargir les pouvoirs des organismes avec qui on fait affaire, par exemple. À ce jour, donc, vous avez déjà rencontré des inspecteurs? Oui. Ils vous disent quoi? Bien, ils nous disent que c'est un travail difficile à la base parce que c'est aussi le bien-être de l'humain là, qui passe par le bien-être des animaux. Puis les gens qui ne vont pas bien ont des enjeux sérieux à prendre soin des élevages. Puis c'est là que nous, on vient en renfort. Puis les inspecteurs ont toutes sortes d'outils aussi pour venir en aide aux personnes et de plus en plus. Puis c'était pas quelque chose qui, au départ, au lancement du premier règlement en 2015, avait été pris en considération. Je pense pas que les gens s'attendaient nécessairement à cette détresse humaine-là. Puis maintenant, oui, exactement. Puis c'est la force, je crois, de l'équipe actuelle du MAPAC, c'est qu'ils sont entourés
l'équipe des inspecteurs, c'est multidisciplinaire. Donc, il y a des vétérinaires, il y a des agronomes, mais il y a aussi des gens qui sont spécialisés dans des domaines, par exemple, comme la psychologie ou le travail social. On a des constables spéciaux qui ont étudié à l'École nationale de police. Donc, c'est vraiment la complémentarité de tout ça qui fait qu'ils sont capables de bien intervenir et d'être supportés au sein de la même équipe. Même récemment, je les ai tous écoutés. Stéphane Fallu, qui est un humoriste de la région, faisait une émission de télé, entre autres dans des refuges, là, dans des SPCA ou SPA, peu importe. Puis dans certains cas, on voyait des interventions où, malheureusement, tu es obligé de demander l'aide de la police parce que même pour les inspecteurs eux-mêmes, tu as beau avoir un uniforme, avoir un petit calepin, mais ça se peut que tu sois mal reçu. Oui. Et on ne sait pas ce que les gens ont en arrière de la porte non plus. Donc, dans certains cas, les policiers sont appelés en renfort, là. Oui, exactement. Puis c'est essentiel. Puis les inspecteurs, dans le fond, c'est toujours des visites surprises qu'ils font. Mais d'emblée, mais eux se préparent avant une visite. Puis il y a au moins 2 jours de préparation avant d'arriver pour être certain d'arriver puis d'être capable de bien adresser les risques possibles. Attends, avez-vous appris des choses que vous ne saviez pas sur ce monde-là en questionnant, en écoutant les gens? Est-ce qu'il y a des choses même qui vous ont frappé? Bien, énormément. C'est quelque chose de super polarisant. Là. On ne peut pas rester insensible devant des photos de choses qui sont... des chiens qui sont pas bien ou des chats qui sont dans l'insalubrité. Puis on comprend aussi que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais quand les gens perdent le contrôle, des fois, c'est relié, par exemple, à la maladie de Diogène ou autre chose, là, le syndrome. Mais donc, on ne peut pas rester insensible devant ça. Puis c'est certain que... En tout cas, l'éventail est grand. Mais ce que je ne m'attendais pas à voir, c'était autant de détresse humaine. OK, lié à ça. Vous avez parlé aussi du volet de l'adoption. Oui. Tu sais, moi, on l'a déjà fait dans les dernières années. Quand on va dans un refuge, généralement bien organisé, on va dire, écoutez, là, oui, vous allez adopter, mais là, on nous passe un questionnaire pour voir si on est apte à adopter, s'assurer que l'animal soit soit castré, soit vacciné. Bon, bref, je trouve que dans les refuges bien organisés, généralement, les adoptions se font généralement bien. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux liés à l'adoption des animaux de compagnie? Bien, ce matin, je parlais avec un groupe qui me disait que pour eux, c'était évident, il y avait une scission entre les éleveurs et les producteurs d'animaux, au sens des... non pas des animaux d'élevage, mais vraiment des producteurs d'animaux de compagnie. D'un côté, il y avait des usines à chiots carrément, puis d'autre côté, il y avait les éleveurs qui étaient passionnés puis qui, dans le fond, qui font vraiment ça parce qu'ils aiment les animaux, puis ils se réalisent là-dedans. Donc, voilà. Dans certains cas aussi, on parle du dégriffage pour les chats. Dans certains cas, il y a certains chiens qui se font couper la queue pour des raisons esthétiques. Est-ce que ça, c'est des sujets qui sont abordés aussi? En fait, dans la loi, ça, c'est des choses qui sont maintenant interdites, carrément. Donc, ça, c'est sûr que c'est enrayé. Il y a aussi l'euthanasie qui est reliée. Il y a une panoplie de choses dans la loi qu'on veut mettre en vigueur, mais l'enjeu est toujours d'être capable de bien le faire appliquer un petit peu partout. Bien, au niveau de l'appui qu'on peut faire aux éleveurs, bien, c'est certain que la formation est importante, la façon dont on communique avec eux, la façon dont on va prendre soin. Puis quand je disais former un esprit de corps, c'est essentiel. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est pour ça qu'on consulte. Vous avez fait référence tantôt aussi aux chiens de traîneau. Pas qu'il y en a des tonnes, mais bon, des fois, on va dans un petit voyage dans les Laurentides, il y en a, etc. Ça, est-ce que c'est un sujet qui est abordé? Est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à ça? Bien, c'est un sujet qui est abordé. C'est un groupe qu'on va rencontrer. On va aussi rencontrer, par exemple, les associations récréo-touristiques qui y sont rattachées pour bien comprendre l'enjeu, parce que c'est très particulier. C'est un contexte très particulier aussi qui ne se retrouve pas nécessairement ailleurs. C'est comme le volet des calèches aussi. C'est comme le volet des calèches. C'est moins dominant dans nos villes aujourd'hui, mais ça aussi... Bien, en fait, c'est que ça a évolué, finalement, jusqu'à être pratiquement enrayé. Au niveau des chiens de traîneau, je ne dis pas que c'est nécessairement ce qui va se passer, mais c'est certain qu'il y a des enjeux spécifiques qu'il faut adresser à eux, puis il faut tenir compte aussi de leur réalité. Tout ça devrait culminer vers quoi? Vers une mise à jour de nos lois? Est-ce qu'il y a un volet législatif d'ici la fin du mandat suite à tout ce que vous allez récolter de cette tournée-là? Bien, à la base, comme je disais, c'est vraiment d'être capable de respecter l'esprit dans lequel les lois ont été inscrites et les règlements, parce que l'enjeu est vraiment un enjeu d'application. Ça va culminer vers un forum avec le ministre de l'Agriculture à l'automne, où est-ce qu'on va faire vraiment un résumé, puis on parlera des objectifs à suivre. C'est un mandat de 4 ans. Bon. Dernière question, mais qui n'a aucun lien avec ce qu'on vient de parler. Parlons de la 227. À Marieville, il y a un viaduc qui est en rénovation depuis très longtemps. Ça a l'air que ça va ouvrir bientôt. Avez-vous une date? Oui, ça va être la semaine du 24 avril que le viaduc va enfin ouvrir. On est très, très fiers.
Bon, c'est un lien autoroutier quand même assez important dans le comté, là. C'est essentiel, en fait. C'est un viaduc. La route 227, en soi, lie l'autoroute 10, l'autoroute 20 jusqu'à Venise, en Québec. Donc, c'est quand même un lien essentiel pour le transport des marchandises et des gens. Donc, travaux complétés, ouverture quelque part dans la semaine du 24 avril. Donc, les gens qui circulaient, je suis un utilisateur de la 227 parfois. Donc, ça va nous éviter des petits détours. Merci beaucoup. Oui, merci. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, avec le beau temps qu'on a eu, il faut parler de golf. Absolument, avec notre ami Martin Ducharme, président de l'Association des clubs de golf du Québec et VP au Golf Châteaubriand. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est pas tous les jours qu'on fait des entrevues, disons, à l'étranger avec des gens qui sont issus de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui se font remarquer à l'étranger. Dans ce cas-ci, elle a été déterminée comme étant l'une des femmes remarquables de l'année aux États-Unis. C'est une Johannaise honorée à Dallas, au Texas. On la rejoint. Marie-Ève Poirier-Harris. Bonjour, bienvenue, félicitations. Bonjour, merci. C'est vraiment un bel honneur. Ça a été une très belle expérience. Il y avait 38 000 nominés, donc c'est extraordinaire d'avoir été choisie parmi les 112 finalistes. Bon, vous êtes directrice des programmes d'éducation et de bénévolat au C.R. Smith Museum à Dallas, au Texas, et on le voit d'ailleurs avec le décor derrière vous, associé à American Airlines. Expliquez-nous un peu tout d'abord, qu'est-ce que vous faites au juste à Dallas, au Texas? Bien, oui, en fait, j'ai commencé comme enseignante au Québec et puis je me suis vite rendu compte que je préférais en fait l'enseignement non traditionnel à la salle de classe et je me suis ramassée aux États-Unis à enseigner dans des zoos, des aquariums et des musées. Et donc, le musée de Dallas, il cherchait quelqu'un pour enseigner l'ingénierie. Et puis, moi, j'étais plus une fille de sciences naturelles, donc l'ingénierie, je n'étais pas certaine que ça allait être une bonne direction pour ma carrière, mais en fait, ça a été formidable. Je me suis rendu compte que je peux avoir un très grand impact. Je travaille avec des jeunes de milieux défavorisés ici aux États-Unis et en fait, je les aide à bâtir un sens, en anglais, on dit self-efficacy, donc c'est croire en fait qu'on a les capacités ou les qualités pour travailler en sciences. Donc, je travaille avec des jeunes qui, normalement, ne se sentiraient pas nécessairement inclus dans le domaine de la science. Bon, dites-moi un peu, le concours auquel on fait référence, vous avez dit tantôt, il y a eu 38 000 inscriptions. Sur les 38 000, on en a retenu 112, dont vous. Quel est ce concours-là en question? C'est un concours qui est fait par Nexstar Media, qui est le plus gros réseau local de télévision ici aux États-Unis. Ils ont 112 régions à travers les États-Unis et chaque région choisissait une femme pour les représenter, donc une femme qui laisse sa marque dans la communauté. Et j'ai été choisie ici à Dallas pour le travail que je fais avec les jeunes de milieux défavorisés. Bon, et puis là, ça l'incluait comme un séjour à Hollywood. Vous êtes allé faire un tour au Hollywood Hall of Fame. Je veux dire que le Walk of Fame, qu'est-ce que c'est en fait que le voyage à Hollywood? Ils vous ont fait faire quoi au juste? Bien, c'était vraiment pour nous remercier. Je pense que ce qui arrive, c'est que les femmes qui travaillent dans le milieu des organismes sans but lucratif, il y a très peu de reconnaissance. Hein. On travaille très fort, on n'a pas un très gros chèque de paye. On ne fait pas ça pour l'argent ni pour la gloire. On fait ça vraiment parce que c'est une vocation. Et donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient faire en sorte que toutes les femmes qui ont été choisies dans leur région, qu'elles soient gâtées pour 2 jours et qu'elles reçoivent le traitement des stars. Donc, ils nous ont amenés au Walk of Fame. On a eu une présentation. Ils ont fait une vidéo sur nous et ils nous ont fait voir la présentation dans le théâtre où les grandes premières se font à Hollywood. Donc, c'était formidable. Ça a été vraiment un beau voyage. On s'est fait gâter pendant 2 jours, mais c'est étrange pour nous de se retrouver de l'autre côté. Hein. Habituellement, dans notre travail, on prend soin des autres. Alors, c'était vraiment chouette de recevoir ce traitement-là.
Avez-vous eu l'occasion de mettre vos mains sur le Walk of Fame à Hollywood? Est-ce que c'est vos propres empreintes dans le ciment? Ah, j'aurais bien aimé que ce soit les Ouais. miennes, mais non, en fait, j'ai le moment qui a été un des moments les plus beaux dans ce voyage-là, ça a été de mettre mes mains dans les empreintes de Marilyn Monroe. Ouais. J'avais jamais eu la chance de faire ça auparavant, donc ça, ça a fait remonter toutes sortes d'émotions de ma jeunesse, combien j'admirais cette femme. Donc, de pouvoir mettre mes mains dans les mains de Marilyn Monroe, c'était vraiment intéressant. Bon, vous avez quitté le Québec il y a combien d'années maintenant? Donc, 2007, ça veut dire 15 ans. Je reviens au Québec régulièrement, mais j'habite maintenant à temps plein aux États-Unis. Bon, mais vous avez quand même, au sortir de l'école, travaillé dans quelques entreprises au Québec, là. Oui, mais j'ai commencé ma carrière au Biodôme de Montréal. Ouais. J'ai travaillé là pendant 7 ans. J'ai absolument adoré. C'est vraiment là qu'est née ma passion pour les sciences naturelles, pour l'environnement. Et donc, je savais, après avoir travaillé au Biodôme, je savais que je voulais continuer dans ce genre d'environnement, le milieu non traditionnel de l'enseignement. Et donc, ça a été un magnifique départ pour ma carrière. Ça a été très dur de partir. Et je m'ennuie du Québec continuellement. C'est pour ça que j'essaye de revenir par mon tour autant que possible. Ma fille apprend le français aussi, donc elle aime bien venir voir ses grands-parents au Québec. Outre le Biodôme, avez-vous fait d'autres endroits pour le travail au Québec avant de quitter pour les États-Unis? J'ai été pendant une très courte période de temps à Sophie Barat, dans Antique à Montréal. Ouais. Et puis ensuite, j'ai automatiquement transféré au Biodôme quand un poste s'est ouvert. Et puis, oui, 7 ans plus tard, j'ai quitté le Québec. Bon, mais là, en même temps, je comprends que vous avez rencontré un Américain à Montréal, puis qu'ultimement, s'est engagé aussi. Il y a aussi un volet de la vie personnelle, je présume, qui a influencé vos choix professionnels. Tout à fait. Et ça a été, en fait, pas facile, dans le sens que je laissais une carrière derrière qui allait très bien. J'adorais mon travail au Biodôme, les gens étaient gentils. Donc, c'était en anglais, on dit un leap of faith, hein? C'était un acte de foi, de dire, bon, mais je laisse tout ça derrière, je recommence ma carrière à zéro. Et j'étais pas certaine. À l'origine, j'ai déménagé au New Jersey et ce que je connaissais du New Jersey, c'était pas le beau bord de mer. Là, c'était plutôt juste à l'extérieur de New York où ça sent drôle et c'est pas très beau. Mais finalement, j'ai habité dans le sud du New Jersey qui était magnifique. Mais je peux vous dire que le Texas, j'adore. Si j'avais à choisir à aller n'importe où ailleurs aux États-Unis, je pense que je resterais au Texas. Les gens sont tellement gentils ici. Bon, revenons à l'endroit où vous travaillez aujourd'hui, le Sierra Museum associé à American Airlines. Dans le fond, quelqu'un qui va visiter ça, quelqu'un justement qui prend un petit voyage, va à Dallas, si on va à votre musée, qu'est-ce qu'on va voir au juste? Oui, bien, en fait, on voit le passé, le présent et on travaille aussi avec le futur de l'aviation. Donc, le passé d'American Airlines, comment ça a commencé, American Airlines, ça a été une compagnie qui a eu beaucoup de premières, comme par exemple le premier pilote noir a travaillé pour American Airlines. Donc, il y a eu énormément de grandes premières dans cette compagnie qu'on va retrouver là, alentour du musée. Il y a aussi le présent dans le sens qu'on présente tout ce que les gens ne voient pas dans l'envers du décor. Alors, les gens souvent sont pas contents quand leur vol va être retardé ou cancellé. Nous, on explique comment ces décisions-là sont faites et en fait, les gens participent aux décisions sous forme de jeu. Donc, on va les inviter à regarder la météo et à regarder les problèmes de maintenance sur les avions et ensuite de prendre une décision. Quel avion part, quel avion reste. Donc, on donne vraiment aux gens une chance de voir comment ça se passe dans l'envers du décor à American ou dans n'importe quelle grande compagnie aérienne. Et puis, le futur, ben, on donne des cours aussi aux jeunes en sciences et technologies. On a des écoles qui viennent de la région, qui viennent essayer. On a des camps de vacances aussi où on veut que les jeunes s'intéressent à la science. Donc, c'est un peu tout ça sous un même toit, donc le passé, le présent et le futur de l'aviation. Est-ce que ça suscite de la curiosité dans votre entourage au Texas pour dire, mais qu'est-ce qu'une Québécoise fait parmi nous?
Oui, beaucoup. Et c'est très plaisant. En fait, quand on m'a parlé du Texas, j'avais un peu je pense que c'est la perception que, que beaucoup de gens au Québec ont. Je m'imaginais des cowboys avec une mentalité un petit peu arriérée. Je n'étais pas certaine que ça allait être un bon match. Mais les Texans sont extrêmement généreux, ils sont drôles, ils sont chaleureux. Ils sont curieux aussi, donc souvent ils vont me demander de leur apprendre du français ou de partager ma culture avec eux. Ils sont vraiment, c'est vraiment un peuple qui est chaleureux et génial. Je pourrais pas demander mieux comme, comme terre d'accueil. Et comment on se sent quand on fait partie des 122 femmes extraordinaires des États-Unis liées à ce concours sur 38 000 inscriptions? En fait, je pense qu'on s'en rend pas tellement. Moi, je me trouve pas remarquable du tout. Je pense que je suis pas plus remarquable que la femme d'à côté, mais en fait, ça a été génial d'être reconnue par une terre d'accueil. Je suis immigrante ici quand même, donc qui décide oui, bon, ben, le travail que vous faites, on l'apprécie, on aime ce que vous faites dans la communauté, on veut vous garder, on veut vous célébrer. C'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire. Donc, ça me donne envie de continuer. Marie-Ève Poirier-Harris, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Longue vie, en souhaitant vous revoir occasionnellement, je présume, à Saint-Jean-sur-Richelieu pour voir la famille. Je sais qu'on avait un clip télé où on a massacré un peu votre nom. Nous, on tente de le dire correctement, Marie-Ève Poirier-Harris. Merci, j'apprécie. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, avec le beau temps qu'on a eu, il faut parler de golf. Absolument, avec notre ami Martin Ducharme, président de l'Association des clubs de golf du Québec et VP au Golf Châteaubriand. Ne manquez pas ça. Vous savez qu'il y a des expositions un peu partout dans la ville, notamment à la bibliothèque Saint-Luc, secteur Saint-Luc, c'est le Salon Rouge. Et là, il y a un artiste, Guy Pilon, qui va exposer ses œuvres au cours des prochaines semaines. En fait, c'est jusqu'au 4 juin 2023, donc le Salon Rouge de la Bibliothèque Saint-Luc. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.